à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI à la une de l'actualité politique. L'opposition qui multiplie les initiatives en vue de l'ouverture d'un dialogue politique avec le parti au pouvoir. Dernier signal en date, une déclaration signée par une quinzaine de formations concernant le processus électoral. Quelles sont les chances qu'un tel dialogue se tienne à 12 mois de la présidentielle? Décryptage à suivre. La répression des pratiques sexuelles contraires aux bonnes mœurs bat son plein. Deux présumés auteurs de faits de pédocriminalité sur des élèves mineurs sont tombés dans le filet de la justice. Ils sont mis en cause dans des faits de viol, attentat à la pudeur et corruption des mineurs. Une actualité qui fait réagir tout le pays. Vous entendrez l'avis de parrains et de jeunes dans ce journal. Et puis à l'étranger, la marine sénégalaise a retrouvé hier une embarcation dérivant à quelques dizaines de kilomètres au large de Dakar. Avec au moins 30 corps sans vie à bord, ce drame fait suite à un autre il y a 15 jours où une pirogue surchargée avait fait naufrage tuant 39 personnes. Les autorités sénégalaises mènent les investigations pour établir la provenance de la pirogue. Une interrogation pour démarrer cette édition. Faut-il instaurer un dialogue politique avant la prochaine présidentielle ivoirienne de 2025 ? C'est en tout cas le souhait de 15 partis politiques de l'opposition qui ont consigné une déclaration samedi à Beaunois appelant le gouvernement et la classe politique à adresser un long chapelet de préoccupations avant l'échéance. Elle concerne essentiellement le processus électoral. Quelles sont les chances qu'un tel dialogue se tienne? Élément de réponse dans ce reportage de Pierre Dipomelin et Bobby Filémon. 15 partis politiques dans l'opposition, réunis à Beaunois, ont signé ce samedi 21 une déclaration conjointe afin d'interpeller le gouvernement ivoirien à ouvrir un dialogue politique à quelques 14 mois des joutes présidentielles. Ce groupement politique qui s'est mis en place à l'appel de Simone et Yves Gbagbo a mis en 8 points les préoccupations à traiter avant octobre 2025. Ce sont la révision du code électoral, la réforme de la CEI, la révision et la refonte de la liste électorale, la révision du découpage électoral, la sécurisation du processus électoral, le financement des élections, la communication, les réformes constitutionnelles induites. Des points dont plusieurs déjà débattus au 5e dialogue politique tenu en mars 2022. À cette 5e phase du dialogue, 21 partis politiques et 26 organisations de la société civile y avaient pris part, au nombre desquels le MIDH, Mouvement ivoirien des droits humains. Pour son président, les discussions entre le pouvoir et les partis politiques sont toujours salutaires, mais elles ne doivent pas être sujets de blocage et doivent prendre en compte les aspirations du peuple et non des politiques. Pour nous, le dialogue, la concertation doivent être une constante dans les relations entre les sociétés politiques et civiles en Côte d'Ivoire. Il est bon que le dialogue s'ouvre entre les acteurs des sociétés politiques et civiles, mais le dialogue ne doit en aucun cas constituer, n'est-ce pas, un motif de chantage pour allonger la souffrance des populations ivoiriennes. Nous, Organisation de défense des droits de l'homme, notre credo, c'est, n'est-ce pas, la prise en compte des victimes. Et nous tenons à cela. C'est pour ça que, même si le dialogue doit s'ouvrir, il est bon que ce qui doit guider doit être l'intérêt national. Les partis signataires de la déclaration de Beaunois de ce 21 septembre 2024 se sont engagés à poursuivre leur collaboration pour la préparation d'un mémorandum commun et consensuel sur les réformes électorales, ce qui servira de base de proposition lors du dialogue politique qu'ils souhaitent au plus tôt. L'actualité politique en bref, c'est aussi ce vent de changement au Front populaire ivoirien. Le président du parti a procédé aujourd'hui à un réaménagement au sein du secrétariat général de son parti. Selon un communiqué du parti qui nous est parvenu, cette décision fait suite à des manquements graves observés ces dernières semaines. Parmi les sortants, le secrétaire général Isiaka Sangaré, qui est remplacé par Barthélémy Niepa Iré, le tout nouveau secrétaire général et porte-parole de la formation. Je vous le disais en titre, la répression des pratiques sexuelles contraires aux bonnes mœurs bat son plein depuis la vague d'indignation de l'affaire dite des Woubi. Les premiers à tomber dans le filet des services sécuritaires et judiciaires sont deux auteurs présumés de faits de pédocriminalité sur des élèves mineurs. Les mises en cause sont visées pour des faits de viol, attentat à la pudeur et corruption des mineurs. Ils ont été interpellés et devront répondre devant la justice
Avant, des parents et jeunes interrogés dans les rues d'Abidjan se prononcent et interpellent dans ce sujet de Tiémé-Dandjé et Tanguy Conan. L'affaire dite Woubi, qui affole la toile, met en lumière une autre pratique décriée, la pédocriminalité. De présumés auteurs de cette pratique, les nommés Eouman, 32 ans, et Kéké, 27 ans, domiciliés à Cocody-Riviera-Palmeraie, aux mains de la justice. Tous deux mis en cause dans les faits de viol, attentat à la pudeur et corruption des mineurs. Une note d'une source proche du dossier met en épingle le mode opératoire des pédocriminels mis aux arrêts. Le premier, présenté comme le cerveau, conduit la première victime, un élève de 16 ans dans une résidence à Yopougon. Sur les lieux, il lui fait des avances de sodomie, rejetées au départ avant de céder sous l'influence de la somme de 15 000 francs CFA contre une fellation. Naïf et intéressé par le gain facile, le jeune lycéen se déporte au domicile de son bourreau à la Riviera-Palmeraie à une heure tardive pour avoir des rapports sexuels avec lui, moyennant la somme de 50 000 francs CFA. Depuis ce jour, confie-t-il aux enquêteurs, il ressent des douleurs au niveau de son rectum. À la seconde victime, le mis en cause est présenté comme un homme généreux parent de ses amis, susceptible de l'aider à surmonter ses difficultés familiales. Ignorant ce qu'il attendait et pensant bénéficier de générosité gratuite de ce bienfaiteur allégué, l'élève en classe de seconde se voit offrir des boissons alcoolisées. Puis est conduit dans la chambre de son bourreau, qui y abuse sexuellement de lui sous l'effet de la drogue mise dans la boisson. Même stratagème avec la troisième victime, qui, prenant goût de la somme de 50 000 francs de Ryan à sa visite à son domicile, aura avec son bourreau 4 rapports sexuels non protégés. Ainsi, le mode opératoire est le même pour l'ensemble des victimes connues. Elles ont toutes été recrutées de la même manière et incitées à la débauche en leur offrant de l'alcool et en leur fournissant de la drogue pour finalement avoir des rapports sexuels avec eux. De quoi indigner des parents qui incriminent des pères. Moi, je trouve que ce n'est pas les enfants, c'est les parents. Les parents ont démissionné dans l'éducation de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les parents même n'ont même pas le temps de rester à la maison, ils courent tous derrière l'argent. Et quand ton enfant, tu sais qu'il a un portable qui coûte au moins 100 000 francs, 200 000 francs dans sa main, que ce n'est pas toi qui as acheté, tu ne poses pas de questions. Mais voilà, aujourd'hui, tout ça est arrivé parce que la base, c'est parce que tout le monde veut avoir l'argent, tout le monde veut devenir riche. Et sans effort. Voilà, la richesse sans effort. Alors qu'à notre temps, ça n'existait pas. Il faut que tu travailles pour avoir de l'argent. Les parents sont un peu légers dans ces temps. Les parents laissent les enfants faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas trop de surveillance au niveau des enfants. Qu'est-ce qu'ils manipulent au niveau du portable, qu'est-ce qu'ils regardent. D'autres parents et des jeunes, eux, battent en brèche l'argument de difficultés familiales pour s'abandonner à cette pratique contraire aux bonnes mœurs. Un individu qui a des relations sexuelles sur un mineur, bon, d'abord même les parents ne portent pas plainte et le gouvernement aussi ne sanctionne pas assez. Quelques amendes, souvent même pas de prison. Pour un enfant qui est conscient, des enfants qui sont conscients, qui cherchent à faire quelque chose, mais il y a d'autres là, ils veulent la vie facile. Donc c'est ça qui occasionne ça. Les parents aujourd'hui laissent toute l'éducation de leur enfant soit à la rue, à cause du travail, à la dérive de la rue. Au-delà de l'indignation, tous énoncent des solutions. Aux parents, j'aimerais dire d'accentuer l'éducation, de restreindre l'accès au téléphone, surtout aux mineurs. Parce qu'on remarque dès 9 ans, dès 11 ans, les enfants ont des téléphones portables. Ils ont accès à tout, même aux sites pornographiques. Et puis je pense que nous, les parents, on doit aussi les coacher, savoir ce qu'ils font dehors. Parce qu'en fait, un enfant peut être doux à la maison, il peut être un agneau, mais dehors, il est dans ce système-là. Et donc, on doit être en communion parfaite avec nos enfants, de sorte qu'ils nous disent tout, pour qu'on puisse savoir ce qu'ils font. Pratique contraire à la décence et à l'éthique sociale, les faits de complicité de pédophilie et de pédocriminalité sont réprimés et punis par le Code pénal à travers les articles 337 sur l'incitation à la débauche, 403 sur le viol et 405 relatifs à l'attentat à la pudeur. Dans la commune de Port-Bouët, précisément au quartier phare, c'est la montée des eaux qui inquiète les populations.
Il y a quelques semaines, le phénomène d'érosion côtière a touché cette partie de la commune, balayant au passage plusieurs ménages et des commerces. Quelques jours après, les traces de ce phénomène sont encore visibles et l'inquiétude toujours présente dans l'esprit de ceux encore présents, comme nous le montrent nos reporters Moussani Kema et Chèque Bleu. Quartier du Phare, commune de Port-Bouët. Il y a quelques semaines, les habitants de cette partie de la commune étaient confrontés à une montée du niveau de la mer. Reprenant son niveau normal, l'eau a emporté plusieurs ménages. Il y avait les maisons ici. Ici, c'était une clôture. Il y avait une clôture ici, là, il y a les graviers ici. Quand la mer a cassé, on a refait les clôtures ici. Le côté encore, c'est pas ici, c'est encore ça. La mer a cassé, c'est ça, vous voyez, tout est mal passé ici. Ça a cassé la clôture. Il y a eu les bagages qui sont partis. Il y a eu voilà. Il n'y a pas eu de mort. C'est déplacé parce que c'était trop grave, donc on ne peut pas arranger. C'est ça, on a déplacé le coin au dehors. C'est toute cette bordure du littoral qui a été touchée par le phénomène. Plus loin, on retrouve Aïcha, une habitante restée avec sa famille, malgré sa crainte de revivre ses mauvais souvenirs. Ici, il y avait notre voisin, avec sa femme et ses 3 enfants. Et avant ça, il y avait une maison, un marabout qui était là. Lui aussi avec sa femme, avec ses enfants. Maintenant, là-bas, c'est l'usine où on va acheter. Pour le moment, on vit avec la peur au ventre. Espérons que la mer ne revienne plus faire de dégâts. Les soirs, c'est avec cette même peur que l'on s'endort. On envisage de quitter les lieux, mais on n'a pas suffisamment de moyens pour quitter les lieux. Non loin des traces de cette érosion côtière, se trouve une école secondaire. Les responsables de l'établissement se disent inquiets de la situation. L'école vraiment n'est pas impactée, mais néanmoins, ça ne peut que créer en nous des inquiétudes. Certains de nos élèves qui habitaient ici, qui ont subi cette érosion où ils ont eu les maisons cassées. Les enfants sont toujours ici, mais ils ont perdu les habitations. À la tête du comité de gestion du quartier, Claude François continue la sensibilisation sur les risques liés au phénomène. La mer a carrément tout détruit. Voilà, donc un peu de maisons qu'on pouvait arranger, voilà, il y a d'autres qui sont en train de remonter les maisons, mais il y a d'autres qui étaient irrécupérables. Voilà, donc les gens étaient obligés de déménager. Donc nous exhortons aussi, nous sensibilisons nos parents à pouvoir déménager puisque la mer avance. Et puis l'érosion est toujours là. Mais bon, faute de moyens, on fait avec, donc on est un peu au fur et à mesure, on essaie de voir comment aider les populations. Voilà. Pour les experts, cette situation est due au réchauffement climatique, responsable de la montée des eaux. Ce n'est pas seulement sur la côte ivoirienne, c'est toute la côte du golfe de Guinée. Et cette montée des eaux, là, chaque 2 ans, c'est un peu répétitif. Et il faut dire que ça a un lien avec le changement climatique, avec la hausse des températures. Quand la température est forte, l'eau va se dilater. Donc une fois que l'eau se dilate, elle va occuper de la place. Donc c'est cette dilatation de l'eau-là qui fait qu'on a cette avancée de l'eau qui est en train d'égrener un peu de portions de terre pour nos populations. L'érosion côtière, encore appelée érosion littorale, est un phénomène d'origine naturelle et ou anthropique qui se produit en de nombreux endroits du monde. Avec les effets liés au réchauffement climatique, ce phénomène est de plus en plus récurrent. Il est recommandé aux populations d'être vigilants et d'éviter les zones à risque. Les effets du réchauffement climatique concernent plusieurs pays de la bande sahélienne et la zone nord des pays côtiers d'Afrique occidentale qui font face depuis quelques semaines à des pluies diluviennes provoquant des inondations qui ont fait des centaines de morts et d'importants dégâts matériels. L'ampleur du phénomène inquiète donc les pays de la région qui redoutent son extension à toute la région. Mais quelles sont les raisons de ces pluies exceptionnelles? Doit-on avoir des craintes au niveau de la Côte d'Ivoire? On en sait plus dans ce reportage de Mardoché Kwasi et Bobby Filémon. Des routes totalement submergées par des rivières en furie, des familles endeuillées, des ponts qui s'effondrent, des habitations inondées ou emportées par les eaux, des récoltes et des champs qui disparaissent sous le poids des eaux de ruissellement. C'est le spectacle auquel l'on assiste depuis plusieurs semaines dans des pays du Sahel et de la sous-région ouest africaine. Des dégâts matériels et des pertes en vie humaine dues à des inondations, elles-mêmes provoquées par des pluies diluviennes. Une situation inédite selon les experts en météorologie. Cette situation globale
elle est exceptionnelle pour le Sahel aujourd'hui, puisque nous avons dépassé pratiquement 400 à 600% de quantité de pluie attendue. Donc, ce qui a entraîné des dégâts énormes en termes de vies humaines, près de 300 à 400 morts pour l'ensemble vraiment du Sahel. Des dégâts, des infrastructures ont été bloquées, des populations aussi ont été déplacées. Donc, tous ces phénomènes mis dans l'autre vraiment montrent l'importance de ce phénomène météorologique qui s'est passé sur toute la bande sahélienne en Afrique. Ces pluies qui ont totalement dépassé les prévisions météorologiques s'expliquent par un phénomène qui s'est déplacé dans la bande sahélienne et plus généralement dans l'espace ouest africain. C'est dû en partie à ce phénomène El Niño qui a bouleversé complètement tous les équilibres au niveau de la sous-région et même au niveau mondial. Cette tendance avait été prévue. Les populations avaient été alertées de tout ça, mais quand le phénomène vraiment devient plus intense que ce qui a été prévu, souvent ça crée beaucoup de dégâts. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays côtiers, notamment dans sa zone nord, n'a pas totalement échappé à ces inondations. Les populations de cette partie du pays sont donc invitées à redoubler de vigilance en attendant la fin de la saison des pluies en cours dans cette zone. Ce phénomène qui se passe dans le Sahel a des relais un peu dans la partie nord de la Côte d'Ivoire où nous voyons de temps en temps des forts passages orageux. Et nous émettons régulièrement des alertes aux populations sur ces passages orageux de la partie nord de la Côte d'Ivoire. Donc nous invitons la population vraiment à se protéger et à suivre les informations météorologiques afin de suivre ces impacts des pluies diluviennes qui pourraient survenir dans cette région également. Ces précipitations exceptionnelles vont s'étendre dans le Sahel sur toute la saison pluvieuse qui a débuté en juillet pour s'achever en octobre. Selon l'historique météorologique, de tels niveaux de pluie n'ont pas été observés dans cette partie du continent depuis 50 ans, ce qui fait penser à un phénomène cyclique qui arrive normalement au bout d'un demi-siècle. Toutefois, dans l'impossibilité de faire des prévisions précises à l'échelle d'une année, les experts recommandent la prudence pour les prochaines saisons des pluies. Dans un autre registre, on s'intéresse au secteur de l'automobile qui connaît ces dernières décennies une forte mutation avec la conception de véhicules électriques avec beaucoup de fonctionnalités électroniques, une révolution qui induit chez les réparateurs des 4 roues une nouvelle méthode de travail. Les nouvelles technologies font désormais partie intégrante du processus de maintenance. Face à cela, comment s'adaptent les professionnels ivoiriens? C'est à cette question essentielle que répondent Nadia Edja et Eric Kimon. Samy procède à cette opération de vérification à l'ordinateur avant tout travaux sur les véhicules qui arrivent dans le garage où il exerce. Bon là maintenant, comme l'appareil nous indiquait là où est le problème, on vérifie ça manuellement. Dans cet espace moderne, les nouvelles technologies font partie intégrante des outils et moyens utilisés pour l'entretien et la réparation des véhicules. On branche l'appareil sur la prise OBD de la voiture. Après ça, on rentre maintenant dans l'ordinateur. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, maintenant, quand on atteint l'ordinateur, on scanne les différents calculateurs. Après avoir vu le défaut, on rentre maintenant dans les caractéristiques du défaut, voilà, qui précisent encore plus. Grâce à cette révolution, ces professionnels peuvent même corriger des dysfonctionnements sans intervenir manuellement. Avec les différents appareils, c'est possible de faire des programmations en ligne, des codages en ligne. Juste pour changer une valve d'une voiture, on doit forcément programmer la valve avec l'appareil. Dès qu'on programme la pièce, c'est bon. On a juste à faire peut-être un tour pour faire l'adaptation et puis c'est tout. Se réadapter pour une meilleure prise en charge des voitures de plus en plus électroniques, c'est ce qu'a compris ce mécanicien professionnel qui comptabilise plus d'une trentaine d'années dans le milieu. Les vieux véhicules, là, les Badjan, les 404, les 504, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc il faut s'adapter à la nouvelle technologie. Vous venez me voir, vous dites votre véhicule est en panne, ça ne démarre pas. Mais quand je soulève le capot, c'est des millions de pièces. Quand le blanc fabriquait, moi je n'étais pas là. Mais il faudrait que d'abord j'ai un outil qui puisse, n'est-ce pas, me permettre de détecter la panne et la vraie. Pour lui, l'utilisation des technologies facilite l'activité. Avant, on était obligé de tâtonner sur certains travaux. Par expérience, si tu es déjà tombé sur cette panne, là tu dis, la dernière fois, quand c'était venu, c'était ça. Donc automatiquement, tu t'orientes là-bas.
Souvent pour peut-être une pièce, tu faisais changer à la personne 2-3 pièces et puis bon, Dieu faisait peut-être et puis tu tombais sur la pièce. Mais aujourd'hui avec le scanner, quand tu branches, automatiquement ça t'oriente. Ça nous fait gagner beaucoup de temps et puis ça nous permet de travailler rapidement. Un travail qui pouvait en son temps nous prendre 3-4 jours, mais en une demi-journée, j'ai pu dépanner. De l'avis des clients, ce changement est nécessaire. Quand on est en voyage, souvent on peut trouver qu'on a une panne sur la route et autres. On veut garer peut-être quelques minutes pour voir ce qu'il y a. Les mécaniciens de sur la route, souvent, qui ne connaissent pas bien, ils se proposent de nous aider. En général, mais ils gâtent les véhicules. Le spécialiste, il y en a qui font des diagnostics, par exemple, de véhicules. Ils font le diagnostic de manière électronique. Si certains mécaniciens ont déjà basculé vers cette modernité, d'autres sont encore à la vieille école, même s'ils mesurent l'importance de s'adapter. On est en train de penser à ça pour pouvoir s'organiser mieux, pour s'installer plus mieux que ça, pour pouvoir faire ça. Parce que là, quand c'est comme ça aussi, là, ça aide au moins à détecter les pannes d'abord, avant de réparer ces pannes-là. On est en train de courir à ce projet-là pour pouvoir réaliser ça. Pour accompagner les acteurs de ce secteur à une adaptation rapide, des formations sont initiées sur l'ensemble du territoire national. Dans l'actualité sportive, rappelons que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique depuis 7 mois. Passé l'extase de la célébration du titre continental, le pays veut relever le défi de la gestion et de l'entretien de ses infrastructures sportives. Ainsi, après un lobbying des autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire va recevoir 7 matchs à domicile de 5 pays du 8 au 15 octobre prochain dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Annonce faite ce matin par le ministre des Sports en présence de Salif Yalekwe et Joseph Zécré. 5 pays ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire leur base dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. L'information a été livrée ce matin par le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie. Des matchs qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion de l'héritage de la 34e édition de la Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire a abrité du 13 janvier au 11 février 2024. 5 pays frères confirment la tenue de leur match à domicile en Côte d'Ivoire du 8 au 15 octobre 2025. Nous restons en attente de la confirmation du Ghana, qui pourrait constituer le 6e pays. En l'espace de 8 mois, après la CAN 2023 qui s'est déroulée de janvier à février 2024 et qui a rassemblé 24 pays, la Côte d'Ivoire s'attelle à recevoir des compétitions engageant 9 nations, ce qu'on pourrait qualifier de mini-CAN. En termes d'avantages pour la Côte d'Ivoire, ces sollicitations permettent de renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance à la nation, de capitaliser tout ce que la Côte d'Ivoire a acquis au niveau de l'organisation de grands événements, particulièrement en termes de compétences, en termes d'infrastructures, d'hébergement, de logistique, d'audiovisuel, de contribuer à la création de la richesse nationale. À cette occasion, le directeur général de l'ONS, l'Office national des sports, a rassuré sur la qualité et la disponibilité des stades à abriter ces rencontres. Dans le cadre de l'organisation de la CAN 2023, le gouvernement a réhabilité et construit 6 stades de compétition, 24 terrains d'entraînement, 3 cités et un hôtel CAN à Abidjan, San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Et ces stades vont être mis à contribution dans le cadre du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Le président de l'Africa Sport d'Abidjan, Kouyoté Narcisse, a promis aller jusqu'au bout dans le litige qu'il oppose à la FIF, la Fédération ivoirienne de football, qu'il a relégué justement en seconde division après une décision du TAS, le tribunal arbitral du sport. Il s'est exprimé pour la toute première fois sur cette affaire lors d'une conférence de presse. Le point de Salif Yalekwe et Armel Yao. L'Africa Sport d'Abidjan proteste toujours contre la décision de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, de la maintenir en Ligue 2 du championnat de football. C'est ce qu'a réaffirmé le président de ce club ce matin à Abidjan-Cocody face à la presse. L'Africa ne s'est pas imposé à la finale de la Ligue 2. Il y a été bien invité par la FIF. L'Africa n'a pas usurpé sa licence CAF désormais indispensable pour la participation de la compétition professionnelle. Il a été bien délivré par la FIF. On a encore la possibilité de plusieurs autres actions
de mener les actions qu'il faut mener. Mais non. Nous, on est des sportifs, hein, donc on est là pour jouer au football. Donc si nous sommes contraints demain de jouer dans telle ou telle division, on le fera. N'empêche que nous avons le devoir de défendre nos intérêts jusqu'au bout, c'est ce que nous ferons. À en croire le président du club vert et rouge, toutes les cartes ne sont pas épuisées, appelant ses supporters à la sérénité. L'Africa Sport d'Abidjan a été relégué en Ligue 2 par la FIF après que le TAS a ordonné l'intégration de l'ISCA en Ligue 1. Le club, dirigé par Kouyotea Narcisse, a par la suite saisi le TAS qui l'a débouté sur certains aspects, notamment le report du championnat. Et tout ce qu'il faut savoir sur la montée ou non de l'Africa en Ligue 1 ou le maintien en Ligue 2 à retrouver dans NCI Sport à partir de 20h30 sur nos antennes. On termine ce journal à l'étranger. La marine sénégalaise a retrouvé hier une embarcation dérivant à quelques dizaines de kilomètres au large de Dakar avec au moins 30 corps sans vie à bord. Ce drame fait suite à un autre il y a 15 jours où une pirogue surchargée avait fait naufrage tuant 39 personnes. Les autorités sénégalaises mènent les investigations pour établir la provenance de la pirogue. Pierre Dipomela. Encore des corps de migrants découverts au large des côtes sénégalaises. 30 corps ont été dénombrés et des investigations sont en cours pour établir la provenance de la pirogue et préciser le bilan humain du drame. Les opérations de récupération, d'identification et de transfert sont rendues très délicates par l'état de décomposition avancé des corps, selon le communiqué de la marine sénégalaise. Les côtes sénégalaises sont le théâtre d'une succession de drames de la migration irrégulière à destination de l'Europe. Au moins 39 personnes avaient péri il y a 15 jours dans le naufrage d'une pirogue surchargée à Hambourg. De nombreuses autres sont portées disparues. Le pays est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent depuis des années la périlleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes. Plus de 22 000 migrants ont débarqué aux Canaries depuis le début de l'année, soit plus du double par rapport à l'année précédente sur la même période. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a promis une traque sans répit des passeurs qui acheminent les migrants vers l'Europe. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous à 20h30, NCI Sport qui vous décrypte l'actualité concernant la montée en Ligue 1 ou la descente en Ligue 2 de l'Africa, le maintien en Ligue 2 de l'Africa Sport d'Abidjan et bien sûr d'autres sujets marquant l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.